Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est la dernière étape de la visite d'État du président chinois en France. Un dîner à Versailles réunit ce soir François Hollande et le couple chinois. Plus tôt dans la journée, les deux présidents ont prononcé un discours pour célébrer les 50 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. Alors quel bilan peut-on tirer de cette visite de 3 jours? On en parle ce soir avec le sinologue José Frêche, auteur du dictionnaire amoureux de la Chine. Il est notre invité tout à l'heure. Encore un revers pour le gouvernement après la publication hier des chiffres du chômage en augmentation. La mauvaise nouvelle est venue aujourd'hui du Conseil constitutionnel. Les sages ont en effet censuré le volet sanctions de la loi Florange sur la reprise des sites rentables. Les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Les ex-salariés de Molex seront finalement indemnisés. Les prud'hommes de Toulouse ont jugé dénué de fondement le licenciement en 2009 des 283 salariés de l'usine française du géant américain à Villemur-sur-Tarn en Haute-Garonne, donnant ainsi droit au versement d'indemnités. On nous a rendu notre âme, ont affirmé ce soir les anciens salariés de l'entreprise. Enfin, l'entretien du jeudi 22h portera ce soir sur une femme discrète, presque invisible. Elle a gardé le silence toute sa vie, n'a rien revendiqué. Anne Pinjot a partagé durant plus de 30 ans la vie de François Mitterrand. On a deviné son visage lors des obsèques de l'ancien président sans réussir à en déceler les traits cachés sous une voilette. Son portrait ce soir par le journaliste David Lebailly, auteur de La captive de Mitterrand. On en parle tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est à Versailles, dans l'aile du Grand Trianon baptisé Trianon-sous-Bois, qu'a lieu le dîner en l'honneur du président chinois et de son épouse. C'est la dernière étape d'une visite d'État de 3 jours. Amabilité, contrat signé et discours. Le point sur cette visite avec Julie Hulin. 3e jour en France et pas une minute de répit pour le président chinois. Cérémonie de dépôt de gerbes à l'Arc de Triomphe, passage symbolique au siège de l'UNESCO, déjeuner à Matignon avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, puis rencontre avec le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat avant d'être accueilli au Quai d'Orsay. Dans son discours, François Hollande est bien sûr revenu sur les liens historiques entre les deux pays, citant le général de Gaulle qui avait reconnu la République populaire de Chine il y a 50 ans. Il s'est également à nouveau félicité de la conclusion de contrats commerciaux pour 18 milliards d'euros entre les deux pays et à l'heure où les chiffres du chômage font grise mine, a rappelé la nécessité de concrétiser la dynamique. Deuxième objectif que nous devons nous donner, ce n'est pas simplement d'échanger, de commercer, c'est d'investir ensemble. La France, je l'ai rappelé plusieurs fois, c'est un pays ouvert, qui ne craint personne, qui ne refuse personne, à condition que les capitaux qui viennent s'y investir créent des emplois et des richesses, et ne viennent pas chercher simplement des produits de la rente. Sous une nuée d'appareils photo, Xi Jinping a lui longuement rappelé son admiration pour la France, sans oublier d'adresser un mot à ses détracteurs. Napoléon disait « La Chine est un lion endormi. Le jour où elle s'éveillera, le monde tremblera. Aujourd'hui, ce lion s'est réveillé. Et il est pacifique, sympathique et civilisé. » La visite du président chinois en France s'achève par une soirée fastueuse au château de Versailles, avant de prendre demain la direction de Berlin. Et puis on en parlait hier, les mauvais résultats sur le front de l'emploi constituent un revers pour le gouvernement. Ces chiffres sont inquiétants pour les jeunes avec un chômage qui repart à la hausse, mais aussi pour les seniors qui paient un lourd tribut. On voit tout cela avec Cécile Sixou. En février, le chômage des seniors explose. Avec 1,3% de chômeurs en plus, les plus de 50 ans affichent la plus forte augmentation, près de 12% en un an. Si la crise est bien l'une des causes de ces mauvais chiffres, elle n'explique pas tout. Première hypothèse, l'échec de la politique ciblée. Avec les contrats de génération, le ministère du Travail comptait donner un coup de pouce à cette catégorie d'âge. Mais au bout d'un an, c'est un flop. Le gouvernement est loin derrière son objectif. Seulement 20 000 contrats ont été signés sur les 100 000 espérés. Le problème des contrats de génération, c'est qu'elles se situent dans le secteur privé, donc le gouvernement n'a pas la main
sur les décisions des chefs d'entreprise et a conditionné l'emploi des seniors à l'embauche en CDI d'un jeune. Et puisque les entreprises n'embauchent pas en CDI aujourd'hui, les contrats de génération et donc l'effet à attendre sur les seniors est quasi inexistant. Autre hypothèse, les plus de 50 ans bénéficient d'allocations chômage favorables. Leur droit d'indemnisation chômage, par exemple, dure 3 ans contre 2 normalement. Un régime avantageux qui leur permet souvent de prendre une pré-retraite déguisée. Un grand nombre de seniors ne sont pas considérés comme chômeurs, mais viennent tout de même s'inscrire à Pôle emploi pour pouvoir toucher leur indemnisation. Donc ce ne sont pas des chômeurs au sens strict du terme, mais ce sont bien des demandeurs d'emploi. Avec la signature d'une nouvelle convention d'assurance chômage la semaine dernière, les règles devraient changer dès le mois de juillet. Il sera plus dur pour les seniors de profiter d'un système avantageux. À 3 jours du second tour des municipales, les appels à la mobilisation se multiplient, en particulier du côté des socialistes qui craignent une confirmation dimanche prochain du désaveu du premier tour. Alors, si tel était le cas, eh bien, les conséquences sur d'autres scrutins à venir pourraient être importantes. C'est le cas, par exemple, avec le scrutin des sénatoriales. Les explications de Jérôme Rabier. Un président socialiste à la tête d'un Sénat de gauche, une situation qui pourrait ne pas durer. En septembre prochain, la moitié des départements français devront renouveler leurs sénateurs. Cela représente 178 élus. Actuellement, à ces postes, ils sont 96 de droite et 82 de gauche. Dans plusieurs départements, la gauche pourrait perdre des sièges, comme dans la Drôme où les 3 sénateurs appartiennent au PS. En cas de victoire de l'UMP à Valence, au moins un siège reviendrait à la droite dans le département. Mais le calcul n'est pas aussi simple, car dans certains départements, il n'y a pas eu d'élection sénatoriale depuis 2004. C'est le cas du Bas-Rhin, où la ville de Strasbourg pourrait basculer à droite. Mais comme en 2004, la ville était déjà dirigée par l'UMP Fabienne Keller, il n'y a aucun gain à attendre pour la droite. En revanche, si le maire socialiste Roland Ries l'emporte, la gauche du Bas-Rhin pourra enfin profiter au sénatorial du basculement de la ville opéré en 2008. En clair, difficile de se projeter avant les résultats définitifs de dimanche. Une surprise pourrait également arriver, l'entrée au Sénat d'élus Front National. Le Var, si le candidat FN s'impose à Fréjus et que d'autres bons résultats suivent, pourrait devenir le premier département français à envoyer un représentant frontiste à la Haute Assemblée. L'ordre du jour. Et puis je vous le disais en titre, c'est la dernière étape de la visite d'État du président chinois en France. Un dîner à Versailles réunit ce soir François Hollande et le couple chinois. Plus tôt dans la journée, les deux présidents ont prononcé un discours pour célébrer les 50 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. François Hollande a particulièrement insisté sur la paix et les relations entre les grands pays du monde. On l'écoute. La France, elle veut encore renforcer sa relation avec la Chine. Qu'est-ce que nous avons à faire ensemble? Quels défis nous pouvons relever? Le premier, c'est la paix. C'était d'ailleurs ce que voulait le général de Gaulle, ce que voulait le président Mao Tse-tung à ce moment-là. Alors la paix, nous devons toujours l'avoir à l'esprit, car elle est encore aujourd'hui menacée. Et pour parler de cette visite d'État qui s'achèvera donc après le dîner à Versailles ce soir, notre invité, c'est le sinologue José Frêche. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes l'auteur du dictionnaire amoureux de la Chine. D'abord, José Frêche, quel bilan peut-on tirer de cette visite de 3 jours qui est en train de s'achever? Moi, je pense que c'est une très bonne visite. La visite d'ailleurs du président Hollande l'année dernière à Pékin s'était bien passée. Vous savez, les relations entre la France et la Chine. Bon, on fête aujourd'hui, ou le mois dernier, on a fêté le 50aire des relations diplomatiques entre la Chine populaire et la France, mais ce sont des relations qui existent depuis belle lurette, et en particulier depuis Louis XIV. Entre le roi Louis XIV et l'empereur Kangxi, il y avait déjà une admiration réciproque, des missions d'information d'un côté des jésuites, de l'autre côté des mandarins, qui venaient s'informer de la situation de Paris et Versailles d'un côté, de Pékin et Shanghai de l'autre, et qui faisaient rapport à leurs autorités respectives. Est-ce qu'on s'est dit franchement les choses au cours de cette visite d'État de manière pragmatique? Vous savez, de toute façon, ce sont des visites d'État donc très organisées. Oui. Il n'y a pas la place pour, en général, de l'improvisation. C'est pas le sujet. L'accent a été mis, bon, outre ce 50aire de relations diplomatiques,
de l'établissement des relations diplomatiques sur les relations économiques entre les deux pays, bon, qui sont des relations très importantes, même si la Chine exporte beaucoup plus vers la France que la France n'exporte vers la Chine. Mais je dirais, bon, compte tenu du poids respectif des deux pays, ben, je pense qu'il y aura toujours, malgré tout, un certain déséquilibre. Mais la France a d'énormes atouts à faire valoir, et en particulier, et il faut que les Français le sachent, l'excellente image de la France. Alors justement, auprès du peuple chinois, du consommateur chinois, qui, je pense, pour nous, est quelque chose de formidable pour les années à venir. Ce qu'on ne dit pas assez, José Frêche, c'est qu'il y a beaucoup de télé chinoises en ce moment à Paris. Comment ce voyage est-il perçu en Chine? Et comment nous sommes perçus en Chine, d'ailleurs? Bah, en Chine, ce que je vous disais, la France, c'est le pays du romantisme, le pays de l'art de vivre. On a toujours un immense prestige. On a un immense prestige. On est la première destination touristique des Chinois et le pays où tous les Chinois aimeraient emmener leur petite amie ou leur femme lorsqu'ils se marient pour faire leur voyage de noces. Bon. Et donc, il y a un appétit, un désir de France très important. Et c'est sûr toujours vivace, qui est très vivace, qui est très présent. Toutes les grandes marques de luxe françaises ont des magasins, des centaines de magasins en Chine. Et le président chinois, évidemment, lorsqu'il vient en France, ça fait de la une de tous les journaux télévisés, de tous les médias chinois, forcément, d'abord parce que c'est le premier des Chinois, et donc forcément lorsqu'il va quelque part c'est très suivi, mais en plus lorsqu'il vient à Paris et en France, alors évidemment ça fait la une. Justement, parlons de lui. On a montré un extrait tout à l'heure où il citait cette phrase de Napoléon: quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Et il a dit, elle s'est éveillée, la Chine, et c'est une Chine pacifique, etc., etc. Il a eu besoin de montrer cette bonne image de la Chine. Oui, je pense, si vous voulez, il a raison de le faire parce que la Chine fait peur. La Chine, elle a toujours fait peur. Le péril jaune, Guillaume II, donc au XIXe siècle. Et donc la Chine continue à faire peur. La Chine est immense, 25 fois la population de la France. Bientôt la première puissance économique mondiale. Un très gros appétit. Donc un très gros mangeur qui vient de s'installer à la table de la mondialisation où il y a encore une vingtaine d'années, seuls les pays développés festoyaient. Donc c'est évident que lorsque vous avez un peu l'éléphant qui rentre dans le magasin de porcelaine, bon, même s'il fait attention de ne pas renverser la vaisselle, forcément ça fait un peu trembler sur les étagères. Puisqu'on parlait de fascination réciproque, le président chinois, avant ce dîner à Versailles, a eu de nombreuses rencontres au Parlement français aujourd'hui, et puis il a déjeuné à Matignon avec Jean-Marc Ayrault. Il paraît, ce que nous disent les conseillers à Matignon, qu'il a été beaucoup question du général de Gaulle. Il a une fascination, le président chinois, pour le général de Gaulle. Bon, je pense que c'est un homme poli et diplomate. De toute façon, il vient en France pour célébrer le cinquantenaire des relations diplomatiques entre de Gaulle et le président Mao. La moindre des choses, effectivement, c'est de reconnaître que de Gaulle est un grand chef d'État. Mais de Gaulle, en chinois, ça se dit Tai Cao, le grand Cao. Tai Cao. Ouais. Et donc, c'est pour les Chinois, y compris d'ailleurs pour le Chinois de base, le général de Gaulle est une personnalité historique. C'est un grand dirigeant occidental. Alors, parlons aussi de la vision du monde de la Chine. Ce pays a un point de vue différent du nôtre, et on l'a constaté dernièrement avec notamment l'actualité ukrainienne. Est-ce qu'il faut qu'on acte du fait qu'il ne regarde pas dans la même direction de l'Europe et pas de la même manière? Vous savez, je crois qu'il faut que... On est dans ce qu'on appelle le monde multipolaire. Bon, le monde multipolaire, que tout le monde accepte. Bon. Mais monde multipolaire, ça veut dire aussi accepter la multipolarité des points de vue. Donc moi, je pense quand même qu'il est important... On a encore du mal. On a encore du mal, surtout en Occident. Et donc nous autres Européens, les Américains c'est pareil, nous devons nous habituer à ce que les autres pays de la planète n'aient pas forcément... le même regard que celui que nous portons sur un certain nombre d'éléments, sur un certain nombre même de la façon dont on perçoit certaines valeurs. Et je crois que ça fait partie aujourd'hui du monde tel qu'il est. Et donc on ne donne pas de leçons. Chaque pays a droit d'avoir son point de vue. Et on évite, à mon avis, de s'ériger à la fois en donneur de leçons et surtout de prétendre avoir une vision qui est la seule qui soit la vision exacte. Je pense que ça n'est pas quelque chose de pertinent. Et alors, quelle relation faudrait-il avoir avec la Chine? Quel est l'équilibre délicat à trouver? Est-ce que c'est un rapport de force, mais dans un respect mutuel? Parce qu'il faut développer, vous l'avez dit, nos relations économiques et culturelles. On va en parler, c'est très important. Vous savez, déjà, un rapport de force, quand on a quelqu'un qui est 25 fois plus gros que soi, bon, on fait attention. Effectivement, le rapport de force, faut être réaliste. Bon.
Ça, c'est clair. C'est vrai aussi que, compte tenu justement de ce que je vous disais, de cette attirance et de cette fascination qui existe entre la France et la Chine depuis longtemps, depuis des siècles, compte tenu du fait qu'en France, nous avons de très bons experts sur la Chine, des sinologues de très haut niveau. J'ai la chance de recevoir ce soir. Je ne prétends pas faire partie des grands spécialistes, mais je me réfère modeste, par exemple... vous l'êtes. Il faut vraiment lire votre dictionnaire amoureux de la Chine. Je me réfère aux grands sinologues français comme Édouard Chavannes ou Paul Pelliot, celui qui a découvert les manuscrits de Tun Huang. Donc des gens qui étaient allés en Chine, ou bien les pères jésuites au XVIIIe, à l'époque où personne n'y allait. Et donc la France peut, je pense, par rapport à l'Occident, être une sorte à la fois d'avocat, c'est-à-dire expliquer à ses partenaires pourquoi la Chine fait ça, qu'est-ce qu'elle cherche, etc. De décryptage, donc de montrer où veut aller la Chine et en gros, quel est le problème aujourd'hui des dirigeants chinois. C'est très simple, hein, c'est de gérer, je dirais, cet immense bazar, passez-moi l'expression, que sont les 1,4 milliard de Chinois, qu'il faut faire cohabiter en bonne intelligence, sans qu'il y ait trop de troubles, avec cette classe moyenne bientôt de 400 millions de personnes qui veulent, qui s'endettent pour acheter des appartements, qui ont la voiture, éventuellement la deuxième voiture, à qui il faut du carburant pour faire rouler la voiture, et de l'électricité pour que les ascenseurs marchent. Donc vous voyez la difficulté déjà, quand on voit le plus grand défi, quand on voit déjà ce que représente la difficulté de gérer la France, 65 millions d'habitants, imaginez le problème des dirigeants chinois, 1,4 milliard de personnes. Et maintenant, oui. Et par rapport à ça, pour en finir, la Chine, qui jusqu'à il y a une trentaine d'années était un pays replié sur lui-même, à l'intérieur de sa grande muraille ou à l'intérieur de son mur rouge à l'époque maoïste. Aujourd'hui, elle s'est ouverte. Elle est obligée de s'occuper de sa périphérie, puisque c'est un pays, c'est le pays du centre, la Chine. Chongguo, le pays du centre. Le centre de gravité du monde. Le centre de gravité du monde qui était protégé de l'extérieur par cette grande muraille, qui s'interdisait d'aller à l'extérieur. La Chine n'a jamais occupé la Sibérie, n'a jamais occupé le Vietnam. Et donc aujourd'hui, elle est obligée par nécessité de s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. Elle découvre d'ailleurs quelque part les relations internationales, ce qui n'est pas toujours facile. Je pense qu'elle a eu des approches, en particulier en Afrique, qui n'étaient pas forcément celle qu'elle devait avoir, et elle s'en mord les doigts aujourd'hui. Mais je veux dire, tout ça, il faut aider la Chine à se positionner comme il faut, parce que je pense que... C'est notre rôle aussi de le faire. C'est notre rôle aussi de le faire, et je pense que la France, de ce point de vue-là, a un rôle assez spécifique à jouer par rapport à l'ensemble des pays européens et du monde occidental. En tout cas, vous en parlez avec passion et grande connaissance. Merci beaucoup, José Frêche, d'avoir été notre invité. Je rappelle évidemment, votre livre, c'est le dictionnaire amoureux de la Chine chez Plon. Merci à vous. Merci. La suite du 22h, dans un instant, c'est l'entretien du jeudi. On va recevoir le journaliste David Lebailly, auteur de La Captive de Mitterrand chez Stock. Cette captive, c'est la discrète, l'invisible Anne Pinjot. On va en parler dans quelques instants. C'est juste après le tour de l'info en France et dans le monde. Il est préparé par Flora Sauvage. Barack Obama au Vatican. Le président américain était impatient de rencontrer le pape François. Les deux leaders se sont entretenus pendant une petite heure. Au menu des discussions, la lutte contre les inégalités. Le pape a défendu le droit à la vie et le droit à l'objection de conscience pour les catholiques américains confrontés à des demandes d'avortement. Le président américain a promis un dialogue avec les catholiques de son pays au sujet de sa réforme de l'assurance maladie en raison de certaines dispositions sur la contraception. Près de 100 000 soldats russes seraient à la frontière ukrainienne selon Kiev. Le Pentagone avance lui le chiffre de 20 000 soldats. La Russie avait démenti dimanche avoir massé des troupes. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution non contraignante qui dénonce le référendum en Crimée et l'annexion par la Russie. De son côté, le Fonds monétaire international va accorder à l'Ukraine une aide de 14 à 18 milliards de dollars, conditionnée à la hausse du prix du gaz et au gel des retraites et des salaires des fonctionnaires. L'objectif du FMI est de sauver l'Ukraine de la faillite. Le Conseil constitutionnel a censuré une partie essentielle de la loi Florange. Cette loi ouvrait notamment la voie à des pénalités pour les entreprises fermant un site rentable. Les sages ont estimé que les sanctions prévues en cas de refus de cession étaient contraires à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété. Et puis à Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne, les anciens salariés de l'usine du géant américain Molex ont remporté une victoire. Au bout de 4 ans de lutte juridique,
Le Conseil des prud'hommes de Toulouse a jugé que le licenciement des 283 salariés de l'usine était sans fondement. Les salariés avaient toujours clamé haut et fort que leur entreprise était viable. Closer condamné à verser 15 000 € de dommages et intérêts à Julie Gaillet. Le magazine People avait déclenché un séisme politico-médiatique en publiant des images volées du chef de l'État et de Julie Gaillet. Le tribunal de Nanterre a estimé qu'il y a eu atteinte à la vie privée et au droit à l'image de l'actrice. La suite du 22h et l'entretien du jeudi est consacré ce soir à une femme discrète, presque invisible. Anne Pinjot a partagé durant plus de 30 ans la vie de François Mitterrand. On a deviné son visage lors des obsèques de l'ancien président sans réussir à en déceler les traits cachés sous une voilette. Son portrait ce soir par le journaliste David Le Bailly. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes l'auteur de La captive de Mitterrand, paru chez Stock. Alors la première chose qui frappe quand on lit votre livre, c'est le destin de cette femme. C'est un destin presque romanesque, c'est le cas? C'est totalement un destin romanesque. Moi, je suis parti de ça, en fait, de ce constat, pour m'intéresser à cette femme. C'est-à-dire que cette femme, c'est quelque chose d'unique, je crois, dans l'histoire de France, a été la compagne cachée d'un chef d'État pendant 14 ans. La vraie compagne, la vraie compagne, mais bien sûr la vraie compagne. C'est avec elle qu'il vivait pendant qu'il était président de la République. De 1983 à 1995, François Mitterrand et Anne Pinjot vivaient ensemble dans une annexe de l'Élysée. Et pourtant, cette femme, personne ne la connaissait, personne ne savait qui elle était. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que dans l'histoire de France, les rois avaient des favorites, mais on savait exactement qui elles étaient. On connaissait Madame de Montespan, on connaissait Madame de Maintenon. Anne Pinjot, personne ne savait qui elle était. Et pour protéger le secret de son existence et le secret de l'existence de sa fille, des moyens d'État considérables ont été mobilisés. On connaît le scandale des écoutes téléphoniques. Donc tout ça donne un arrière-plan incroyablement romanesque. Et ce qui est encore plus incroyable, finalement, c'est que personne ne se soit véritablement intéressé auparavant à cette femme. Elle ne l'a pas voulu aussi. Ce livre ne doit pas lui faire plaisir, même si elle n'a apporté aucune action en justice contre vous. Non. Elle souhaite rester cachée. Il y a une forme, j'allais dire, une religion du silence chez elle. Un culte du silence, c'est ça? Oui, un culte du silence. Alors je pense que ce culte du silence, il est lié à la fois à ses origines. La famille Pinjot sont des cousins des Michelin. Les Michelin, vous savez, on dit que les Michelin, c'est la famille la plus secrète de France. Donc déjà, il y a ces racines provinciales, auvergnates, qui font que cette femme n'est pas très incline à parler et à s'exprimer. Ensuite, je crois que c'est une femme qui a été assez blessée quand on a révélé l'existence de Mazarine, par toutes les polémiques qui ont eu lieu sur le coût, en effet, de l'entretien de cette seconde famille. Et ça, je pense que c'est quelque chose, enfin en tout cas c'est quelque chose qu'on m'a rapporté, qui l'a profondément blessé, touché, et qui l'a encore plus entraîné à se murer dans ce silence. Alors, votre livre s'intitule la captive. On imagine que c'est symbolique. Est-ce que c'est pas plutôt la protéger, même la surprotéger, la cacher finalement, ce qu'elle a toujours voulu être? Non, je pense que captive, c'est quelque chose... Enfin, je suis parti, en effet, de cette image d'elle enfermée dans cette annexe de l'Élysée qu'est Branly. En plus, quand vous voyez quand même de l'aspect extérieur, ça, oui, c'est un côté un peu glaucos. Enfin, c'est quand même un endroit réservé à des hauts fonctionnaires, des militaires. Enfin, c'est pas du tout un endroit gai ou qui inspire la joie de vivre ou le bonheur. Et quand on l'imagine enfermée dans cette citadelle. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné l'idée du titre. Est-ce qu'elle a été protégée? Je ne sais pas si c'est une femme qui a besoin d'être protégée. Je crois que c'est une femme, et c'est un des aspects, peut-être qui m'a le plus surpris à travers les témoignages que j'ai recueillis, c'est une femme forte. C'est une femme qui a un tempérament extraordinaire. Et c'est une femme, ce tempérament, il faut bien se mesurer, cette histoire a duré 30 ans. Cette histoire a surmonté l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Il en fallait quand même du tempérament pour surmonter tous les obstacles qui se sont dressés sur leur route. Et pourtant, cette histoire, elle a duré jusqu'au bout et jusqu'à la mort de François Mitterrand. Elle a une place à part. Là, vous touchez à un tabou, vous touchez presque à la part la plus intime, pas du politique, François Mitterrand. Alors, mais de l'homme. De l'homme et aussi du politique. Parce que cette femme... L'influence, on va en parler. Alors, il y a l'influence, et il y a aussi ce qu'est cette femme. C'est-à-dire que cette femme, elle est issue d'un milieu provincial, catholique, conservateur. C'est une famille aussi qui a été une famille plutôt pétainiste. Oui. Et donc, évidemment, on retrouve à travers cette femme toutes les vicissitudes du parcours politique de François Mitterrand. François Mitterrand était un des meilleurs amis du père d'Anne Pinjot. Donc, évidemment, cette femme est aussi le reflet, on va dire, de la part la plus cachée de François Mitterrand, la part la plus cachée au point de vue politique. Qu'est-ce qu'elle révèle de lui, justement? Qu'est-ce qu'elle révèle de lui? Elle révèle, je pense, que c'était un homme qui avait besoin, qui aimait les femmes de savoir.
qui aimait les femmes fortes. On rappelle que c'est une sommité dans son domaine. Elle est spécialiste, elle est spécialiste spécialiste. C'est vraiment une spécialiste mondiale de la sculpture du 19e siècle. Elle a été conservatrice d'abord au Louvre pendant 8 ans, et ensuite elle a dirigé le département des sculptures du musée d'Orsay. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette femme, alors en coulisses, a eu sans doute probablement une influence sur la politique architecturale de François Mitterrand. Elle est sans doute à l'origine de la décision de continuer le musée d'Orsay. Elle est peut-être. La pyramide. Alors, la pyramide, ça c'est le grand débat, la pyramide. Est-ce qu'elle est à l'origine de la pyramide? Je ne sais pas si elle est à l'origine même de la pyramide. Je crois que c'est Paye, l'architecte, qui a décidé de la pyramide. En revanche, qui a eu l'idée de choisir Paye? Et c'est là où on retrouve son influence. Elle connaissait le travail de Paye. Elle avait participé à une exposition sur Rodin, qui était à la National Gallery of Art à Washington. Donc elle connaissait très bien le travail de Paye. Le chauffeur de François Mitterrand, c'est son témoignage, m'a dit, il a assisté à de nombreuses conversations entre les deux sur justement le Grand Louvre. Il a dit, c'est Anne Pinjot qui a choisi Paye. Donc ça, c'est quand même très important. Et la décision... Donc elle a apporté une pierre à cet édifice. Bien sûr, et ensuite il y a le réaménagement des Tuileries, auquel elle a participé également. Voilà. Quelle image a-t-elle aujourd'hui auprès des Français? Parce que je le disais, on a une image un peu floue, on se souvient vaguement de ce visage derrière une voilette, des traits à peine qu'on n'arrive pas à déceler. On ne la connaît pas, on la découvre, son portrait à travers votre livre. Je pense que les Français ne la connaissent pas. Et ce qui est incroyable, c'est finalement ce que j'écris à un moment dans le livre, c'est-à-dire qu'on a fait de Mazarine l'héroïne de cette histoire. Et tous les médias se sont précipités. C'est vrai que c'est une histoire assez émouvante et touchante. Mais finalement, la véritable héroïne de cette histoire, celle qui l'a décidée, celle qui l'a portée jusqu'au bout, celle qui l'a, avec toute vraiment l'énergie et le tempérament qu'il fallait, qui était nécessaire, c'est Anne Pinjot. Bien plus que sa fille. Qui restera malgré tout, j'allais dire, la clandestine de l'histoire de France. Oui, mais qui a quand même un rôle, et j'espère que ce livre, d'une certaine manière, lui rend hommage aussi, parce que c'est quand même un personnage qui est assez fascinant, et qui méritait, je crois, d'être... Fascinant, vous avez répété 3 fois le mot, je me trompe, mais moi, elle me fascine. Vous avez beaucoup d'admiration pour vraiment. Ah oui, j'ai une admiration. Elle a un côté, vous savez, quand vous vivez un an, enfin, consacrer un livre à une personne, vous vivez 1 an et demi avec une personne, il y a des moments où elle vous agace, cette personne. Et puis, il y a des moments où vous dites, quand même, elle n'est pas toujours très sympathique. C'est une femme dure aussi. Hein. Mais, voilà, il y a un côté, je trouve que c'est une femme qui a... Ce qui me la rend admirable, c'est que c'est une femme qui a profité de sa situation, non pas à titre personnel, pour faire carrière, pour obtenir des places, mais pour accomplir des choses. Je trouve que, en effet, si elle a décidé, si elle a eu influence sur le Louvre, sur Orsay, sur les Tuileries, bravo. Et ça valait la peine. Et ça se voit, bravo. C'est un vrai personnage de roman, un destin romanesque, et on peut très bien le lire dans votre portrait La captive de Mitterrand. Merci beaucoup, David Le Bailly. C'était passionnant et c'est passionnant à lire. Merci à vous. La dernière page du 22h à présent, avec comme tous les jeudis, c'est la semaine d'actu croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Regardez. Voilà, et on arrive à la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. On va se retrouver, notez-le, dimanche soir pour la grande soirée spéciale du second tour des municipales. Belle et douce nuit à vous.